Ce soir, notre choix de la rédaction est consacré à cette anomalie historique, le Code noir qui n'avait jamais été officiellement abrogé. Eh bien, c'est chose faite. Elle est désormais corrigée par l'Assemblée nationale française, près de 2 siècles après l'abolition de l'esclavage. Les députés français ont voté ce jeudi à l'unanimité l'abrogation formelle du Code noir de 1685. Ce texte qui organisait juridiquement l'esclavage dans les colonies françaises. Les explications de Laure de Matos et Christophe Arnois. Le Code noir est constitué d'un ensemble d'édits royaux datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Des lois qui codifient alors l'esclavage dans les colonies françaises, les rapports entre l'État, les maîtres et les esclaves. Il donne le pouvoir de justice domestique aux maîtres, donc la possibilité aux maîtres d'enchaîner et de fouetter les esclaves. Alors il limite aussi le pouvoir des maîtres en matière de justice, parce qu'il leur interdit à la fois de mutiler et de torturer les esclaves. Il assimile l'esclave donc à un bien meuble. Le Code noir stricto sensu et l'ensemble des textes ayant réglementé l'esclavage n'avaient jamais été formellement abrogés en France. Alors que l'esclavage, lui, a été aboli en 1848 et malgré une loi adoptée il y a 25 ans et portée par Christiane Taubira, alors députée de Guyane, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Une anomalie historique, désormais corrigée, mais qui ne solde pas pour autant l'héritage de l'histoire esclavagiste et coloniale française. Quand je vois l'ensemble des problèmes des Outre-mer, les problèmes de l'eau, chlordécone, problèmes d'illettrisme, inégalité, c'est pas ça, voilà, c'est une mesure purement symbolique. Maintenant, face aux enjeux, aux défis des territoires qui ont connu l'esclavage, bon, je trouve que c'est quand même une réponse très facile. Et qui ne permet de remédier à aucun problème. La loi votée ce jeudi, abrogeant le Code noir, prévoit aussi que le gouvernement français rende un rapport sur le droit colonial et ses effets à long terme, ainsi que sur la place accordée à l'histoire de l'esclavage dans les programmes scolaires. Et de cette abrogation du Code noir, on continue à en parler avec Pierre-Yves Bocquet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Alors, est-ce que cette abrogation est pour vous un véritable tournant mémoriel ou simplement un geste symbolique ? C'est un geste symbolique, mais dans le mot symbolique et dans l'idée de symbole, il y a quelque chose d'important. Une idée, et cette idée, c'est la place de l'esclavage dans l'histoire française. Le Code noir, c'est en quelque sorte la pièce à conviction numéro 1 du crime contre l'humanité qui a été reconnu dans la loi Taubira. La loi Taubira fait cette reconnaissance de façon générale et un peu théorique. Présenter le Code noir, l'abroger, c'est rappeler que dans l'Ancien Régime, les plus hautes personnalités de l'État, Colbert, le ministre de Louis XIV lui-même, qui promulgue le Code noir, ont mis en place un système qui était juridiquement pensé, avec les dispositions que l'historien Frédéric Régent a rappelées, des dispositions inhumaines et qui étaient pourtant dans le droit. Et donc, mettre le projecteur sur ce texte, expliquer ce qu'a été ce crime contre l'humanité. Et dans les interventions ce matin à l'Assemblée, j'y étais, il y a eu des témoignages. Alors on peut se dire, mais que veut dire un témoignage pour des faits qui se sont passés il y a 200 ans? Mais le député Stevie Gustave a parlé de son arrière-grand-mère, dont les grands-parents, je crois, avaient été esclaves. Ce lien, il était là et il était bouleversé. Sa voix s'est brisée quand il a parlé de ça. Et donc cette loi, cette abrogation symbolique, elle montre à tous les Français, sans doute pas aux ultramarins, mais en tout cas à tous les Français, ce qu'a été ce crime contre l'humanité, en remettant l'humain au centre. Comment expliquer qu'il ait fallu attendre 2026, soit 178 ans après l'abolition de l'esclavage, pour l'abroger officiellement ? Parce que la République, quand elle a aboli, elle a fait le choix en 1848, et ce choix a été confirmé ensuite pendant plus d'un siècle, d'effacer le passé, de ne pas y revenir, de ne pas en parler. Ce silence a été brisé par les militants d'abord et ensuite par la loi Taubira, qui a levé en fait ce voile sur ce qui s'était passé avant 1848 et qui a dit que c'était un crime contre l'humanité. Mais il y a de la part de la France une difficulté à accepter
que cette réalité s'est bien passée. Et c'est ce voile-là qui a été levé définitivement. Beaucoup de Français ignoraient même que ce texte existait encore juridiquement, visiblement. Ça va être revu dans l'enseignement, mais quelle a été la faille dans l'enseignement par rapport à la traite négrière dans les écoles françaises ? Alors, la loi Taubira a demandé que l'esclavage et la traite aient la place qu'elle mérite dans les programmes scolaires. Il y a eu des progrès. On enseigne la traite, on enseigne l'abolition. Je dirais qu'il y a peut-être deux manques importants dans l'enseignement de l'esclavage aujourd'hui en France. Il y a un manque sur l'expérience de l'esclavage. Ce qu'ont pu vivre les personnes qui étaient en esclavage. Et le Code noir, en fait, on le comprend maintenant du côté des victimes. Et on réalise ce qu'a pu être cette société et ses conséquences. Et l'autre aspect, c'est les résistances. Et le manque principal que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a relevé dès sa création, c'est que le principal acte de résistance qui a fait tomber l'esclavage une première fois, la révolution à Saint-Domingue, le pays qui s'appelle Haïti, sous la Révolution française, ce fait-là, il n'est enseigné que dans les Outre-mer et que dans les lycées professionnels. Dans l'enseignement général ici, dans l'Hexagone, si le professeur ne connaît pas cette histoire et n'a pas le temps d'en parler au-delà des programmes, on n'entendra jamais parler de la révolution haïtienne et de la première abolition de l'esclavage. Alors les débats ont rapidement glissé vers la question des réparations. On va d'ailleurs écouter le président français Emmanuel Macron sur la question. La question, c'est comment réparer un tel crime ? Comment réparer quand des générations après, les choses sont là ? Est-ce une promesse tenable ? En tout cas, c'est une question qu'il ne faut pas refuser. L'esclavage, la traite, qui a été aussi avec la colonisation, s'est accompagnée de rapts. Et donc la restitution que nous avons décidé des œuvres, elle contribue à cette geste de réparation. Il n'y a pas d'identité française, ni dans le déni de ce qui s'est fait, ni dans le déni, l'effacement de ce qui est là, ni dans le refus d'avancer sur les reconnaissances ou les réparations. Comment réparer alors un tel crime, comme le dit le président ? D'abord en le reconnaissant. La loi Taubira a dit le crime, a levé ce voile que 1848 avait jeté sur ce passé, en l'enseignant, en le partageant, avec les jeunes, mais aussi avec les moins jeunes. Quand on n'est pas allé à l'école quand on est allé à l'école avant la loi Taubira, on n'a pas reçu cette histoire. Donc il faut trouver des moyens pour... Et par rapport aux ultramarins, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que c'est pas la première injustice à réparer ? Il faut parler de cette histoire. Il faut en faire une brique importante de l'histoire de tous les Français. Et ensuite, il faut réaliser que pourquoi on parle de cette histoire ? Pourquoi des gens pleurent dans l'hémicycle quand ils évoquent cette histoire ? C'est parce que cette histoire, elle a des répercussions aujourd'hui. Il y a eu des conséquences qui n'ont pas disparu. Le racisme, les inégalités dans les Outre-mer, les injustices dans les relations entre le Nord et le Sud. Et quand on parle de réparation, ce sont ces réalités présentes qu'il s'agit de réparer. En ayant conscience qu'elles s'inscrivent dans une histoire qui est longue, connaître cette histoire, ça aide à comprendre d'où viennent ces injustices, d'où viennent ces inégalités, d'où viennent ces préjugés qui nourrissent le racisme, et ça nous aide à les démonter. Ça doit nous donner un peu de courage et un peu d'énergie pour y travailler plus sérieusement. Et concrètement, les réparations pour les descendants d'esclaves, c'est quoi ? C'est des réparations financières ? Comment ça se passe ? C'est d'abord... il faut d'abord envisager cette question-là de façon globale par rapport aux sociétés post-esclavagistes et travailler sur les failles de ces sociétés. Ça a été dit tout à l'heure, par exemple, l'environnement, le fait que l'environnement a été moins bien protégé dans les Outre-mer contre un certain nombre de pesticides toxiques, le chlordécone, par rapport à l'Hexagone, c'est le résultat d'une idée qui vient du Code noir que là-bas c'est différent, là-bas on peut faire moins. Donc pour réparer, il faut donner plus de protection par la loi à ces populations-là. Il faut leur donner aussi l'accès à des services publics auxquels elles auraient droit si elles vivaient ici. L'eau est un exemple, c'est un service public de base et il faut savoir que parmi tous ces droits sociaux généraux,
Ils sont dans une charte européenne, la charte européenne des droits fondamentaux. Ça n'est que depuis cette année que la France accepte de reconnaître que cette charte doit s'appliquer dans les Outre-mer. Et si on l'applique, on fera progresser les droits des populations dans ces territoires. Et maintenant que ce texte a été abrogé, la statue de Colbert, vous en parliez tout à l'heure, qui trône devant l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle doit être déboulonnée ou pas ? Je pense qu'il est utile au sein de l'Assemblée nationale que la question de la place que Colbert y tient, il y a la statue, il y a une salle Colbert, une salle où Colbert n'a jamais mis les pieds, puisque cette salle a été construite dans les années 1930. Je pense qu'il est bien que les parlementaires, avec la présidente de l'Assemblée nationale, puissent en discuter et puissent réfléchir sur que faire de cette empreinte que Colbert a dans le temple de la démocratie française au XXIe siècle. Un écriteau sur ce qu'il a fait. Il faut sans doute compléter ce que cet écriteau précise et que les parlementaires en parlent entre eux. Et ce débat a d'ailleurs commencé dans l'hémicycle. Pierre-Yves Bocquet, merci. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage.